C'est l'heure de l'invité de la rédaction et pour décrypter le coup d'envoi de la présidence du 46e président des États-Unis, en joint en direct de Paris, Gérald Olivier, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste des États-Unis. Bonjour Gérard Olivier. Bonjour. Alors c'est une investiture pas comme les autres qui va se dérouler ce 20 janvier 2021 à Washington. Pandémie, absence de Donald Trump, un Capitole sous haute surveillance, de crainte de débordement suite au discours du président sortant. Gérald Olivier, que vous inspire ce contexte inédit aux États-Unis? Oui, vous avez raison, c'est une investiture totalement inhabituelle. Ce sont des circonstances totalement extraordinaires. Habituellement, la passation de pouvoir, c'est quelque chose d'assez festif aux États-Unis. Il faut savoir qu'on s'y intéresse le jour où ça se passe, où il y a la prestation de serment, ce qu'il va y avoir tout à l'heure à midi, heure locale. Mais en fait, ce sont des festivités qui s'étalent sur plusieurs jours. Normalement, après le discours présidentiel, eh bien, il y a des réjouissances, il y a une parade, il y a un défilé. Vous avez du monde qui est là. Le président remonte l'avenue de Pennsylvanie jusqu'à la Maison-Blanche. Tout ça, c'est suivi par les caméras, c'est retransmis à la télévision. Le soir, il y a des bals dans toute la ville. Washington est là pour célébrer l'arrivée du nouveau président. Et cette année, pour des raisons multiples, pour des raisons qui tiennent à la crise sanitaire d'une part, et pour des raisons qui tiennent également à ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole, eh bien, on a barricadé le président. Le public n'est pas admis. Il n'y aura personne véritablement pour assister à l'événement. Toutes les festivités ont été annulées et le président assistera simplement à un défilé après son discours. Puis, dès 16h, a priori, il filera à la Maison-Blanche où il a promis de se mettre au travail et de signer un certain nombre de décrets. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. On peut penser qu'il y a une forme de surréaction en ce qui concerne la sécurité, parce que les menaces ne sont franchement pas avérées, mais ils n'ont préféré prendre aucun risque et il y a quelques 25 000 soldats de la garde nationale déployés autour d'une Maison-Blanche et d'un Capitole qui ont été enfermés dans un périmètre de grilles. C'est très particulier, ça ne ressemble pas du tout aux États-Unis. Donc le président élu américain Joe Biden sera investi ce mercredi 46e président des États-Unis. Quelles seront d'après vous les priorités du nouveau président? Alors il a une priorité pour ses premiers 100 jours, c'est évidemment la pandémie. C'est la pandémie d'abord parce qu'il en a fait un de ses thèmes de campagne. Ensuite parce que les États-Unis sont toujours touchés de manière assez importante par ce virus. Ils vivent tous les jours des records en ce qui concerne les décès et la diffusion même du virus. Et à ce stade, on a non seulement une crise sanitaire, mais on a surtout une crise économique qui découle du traitement de la crise sanitaire. Joe Biden avait annoncé un dark winter, si vous vous souvenez, cet hiver noir, et il va tout faire pour éviter que l'hiver noir ne se prolonge avec un printemps tout aussi noir. Donc sa première priorité, sa vraie priorité, ça va être celle-là. Maintenant, il a quelques détails à mettre en place, et cet après-midi, on va le voir signer des décrets pour détricoter pas mal des éléments qui ont été mis en place par Donald Trump, et ça c'est beaucoup plus, on va dire, discutable. Il a une directive qui va interrompre un oléoduc important en ce qui concerne l'énergie. Il a un décret, comment dirais-je, pour rejoindre l'accord de Paris sur le climat. Il en a un autre pour suspendre les intérêts sur les prêts étudiants parce que ceux-ci ont du mal à les rembourser. Il va interrompre immédiatement les travaux sur le mur à la frontière mexicaine. Ça, c'est très discutable, surtout vis-à-vis de l'électorat de Donald Trump. Donc, il va mettre en place un certain nombre de mesures pour, signer le fait que Trump n'est plus aux manettes, que maintenant c'est lui, et que donc, on a une autre définition de l'intérêt américain. Le président américain sortant Donald Trump a mis en avant dans un discours diffusé ce mardi le bilan de son mandat à la Maison-Blanche. Comment jugez-vous ce bilan? Écoutez, Donald Trump a fait ce que les médias ne feront sans doute pas. Il a pris soin par lui-même de dresser le propre bilan, de sa présidence. Il y a deux choses qui m'ont frappé.
La première, c'est que le discours a duré 20 à 25 minutes et qu'il y avait une vraie liste extrêmement importante de ce qu'il considérait comme ses accomplissements. Si on prend les 3 premières années de la présidence de Donald Trump, quelle que soit sa vision, son idéologie, son positionnement politique, on ne peut quand même pas nier qu'il avait réussi à mettre quelque chose en place, notamment sur le plan économique, et que cette économie commençait à porter ses fruits. Le revenu médian aux États-Unis avait considérablement augmenté, le chômage avait considérablement baissé. Tout cela a été abattu par la pandémie, mais la façon de Trump d'aborder l'économie, à mon avis, restera parce qu'il avait démontré que ça pouvait fonctionner. Après, ce qui va rester de son bilan pour moi, c'est les 3 juges conservateurs nommés à la Cour suprême, parce qu'ils sont là pour très longtemps. Et puis sur le plan international, ce qui restera, c'est la façon qu'il a eu d'ouvrir les yeux du monde entier sur la Chine et le fait que la Chine est un partenaire commercial, mais c'est aussi un rival stratégique et que les années où l'on pensait qu'il était possible de faire en sorte que le régime chinois s'adoucisse, s'ouvre, devienne beaucoup moins rigide, moins totalitaire, moins autoritaire, parce qu'on allait inclure le pays dans le commerce mondial, cette idée-là, tout le monde s'était aperçu qu'elle était fausse. Et je pense que Donald Trump est accrédité pour avoir ouvert les yeux du monde sur la Chine. Et la façon qu'il avait d'aborder ce pays restera, non pas seulement aux États-Unis, mais je pense également de la part d'autres partenaires, comme la France, comme l'Allemagne, ou même comme le Royaume-Uni. Joe Biden sera investi alors que le pays enregistre en moyenne plus de 3000 morts par jour à cause du nouveau coronavirus, selon les données de l'université Johns Hopkins. Quelle est votre lecture de la situation épidémique aux États-Unis ? Oui, je vous disais que c'est la première priorité de Joe Biden. Écoutez, c'est extrêmement compliqué parce que ce virus, manifestement, est un ennemi difficile à maîtriser. C'est un ennemi qui est capable de muter. C'est un ennemi dont on n'a peut-être pas, au départ, correctement analysé les capacités. Ce qu'on constate, c'est que les politiques, aucune politique, et là on va bien au-delà des États-Unis, c'est le cas en Europe, c'est le cas en France, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en Allemagne. Les politiques ont eu beaucoup de mal à parvenir à contenir le virus et on voit bien que là où on a mis du confinement, la propagation ne s'est pas forcément ralentie. Là où l'économie est restée ouverte, la propagation ne s'est pas forcément accélérée. Je crois que les politiques ont assez mal géré cette crise. Vous savez, au tout début, Donald Trump avait dit il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Et je crains fort, et ça ne concerne pas simplement les États-Unis, je crains fort qu'un certain nombre de politiques mises en place s'avèrent beaucoup plus, douloureuses et désastreuses à long terme sur l'économie et donc sur le bien-être de tous les acteurs économiques, c'est-à-dire de nous tous, que le mal lui-même. Géraldo Olivier, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IPSE, spécialiste des États-Unis.